Donc l'idée d'un Netflix à la française, honnêtement, la blague me fait bien rire aussi. Alors bon, évidemment, c'est un peu une blague industrielle qui paraît grande, mais pourquoi? Parce que ce qui fait la magie de Netflix, c'est la globalisation. C'est la capacité de produire, je prends un mot simple, même si ce n'est pas complètement adapté, des contenus de très grande valeur et de les distribuer dans le monde entier. C'est ça qui lui donne un effet d'échelle considérable et la capacité d'amener, cette année ce sera 20 milliards de dollars dans les contenus. Et donc quand vous êtes abonné Netflix à Paris, vous avez accès à chaque moment à 20 milliards de dollars de contenu. Même si je rajoute les contenus de nos éminents collègues de France Télévisions, ceux de David Larramendy et les miens, ça ne fait pas du tout 20 milliards. Donc là, on n'est pas du tout concurrentiel. Deuxièmement, l'autre blague, c'est quand même essayer de, parce que Salto c'était payant, ça valait 7 € par mois, de vendre 7 € par mois des programmes disponibles gratuitement à la télé, honnêtement, c'est quand même pas facile. Ça se vendait pas très bien, ça se vendait un peu comme des brouettes à des manchots. Résultat, la société faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et devinez combien? 80 millions d'euros de pertes. Monsieur le président directeur général du groupe TF1, Monsieur Belmer, j'ai une question à vous poser, puisque lorsque Delphine Ernotte a été nommée présidente de France Télévisions, pour la première fois, c'était en 2015, vous veniez alors de quitter Canal+, et l'une des premières décisions de Delphine Ernotte qu'elle a prise, ça a été de vous nommer conseiller spécial. Alors le président l'a omis dans sa présentation, mais il l'a probablement omis parce que, à l'époque, vous présidiez un comité d'orientation stratégique pour France Télévisions et vous n'êtes pas resté très longtemps. Vous avez rejoint la direction de Telsat en décembre, donc vous êtes resté, si je ne me trompe pas, si mes informations sont bonnes, à peu près 4 mois. Comment est-ce que vous expliquez ce passage éclair comme conseiller spécial auprès de Delphine Ernotte à son arrivée tout juste à la tête de France Télévisions, et quelles ont été, dans cette durée, vos orientations stratégiques que vous avez pu soumettre à la direction de France Télévisions, à la présidence de France Télévisions? Je précise, M. Bernard, comme on vit à l'heure du soupçon généralisé et du complotisme, je n'avais pas cette information, n'étant pas aussi bien informé que monsieur le rapporteur, mes sources n'étant pas aussi profondes au sein de l'audiovisuel public comme privé, je n'ai pas cette information. Sinon, bien entendu que je l'aurais précisé, je n'étais pas au courant, mais ça va être votre réponse, va être l'occasion de nous éclairer, car sans doute qu'à part le rapporteur, peu de personnes ici étaient peut-être au courant de ce passage. J'espère que ça va vous intéresser. Effectivement, quand j'ai quitté Canal, j'ai changé de trajectoire professionnelle. J'ai été nommé assez vite directeur général de Telsat, dans l'industrie du spatial. Ce qui m'a... Or, j'avais quand même pas mal de compétences dans les médias, et donc ma compétence a intéressé certains groupes. J'étais administrateur de Netflix pendant ce temps-là, vous ne l'avez pas dit non plus, et je m'en suis un peu vexé, Monsieur le Président. J'ai aussi été président... Parce que généralement, je fais des biographies, puis après, les personnes auditionnées recommencent la biographie. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu pour vous laisser vous m'avez renié mon temps, effectivement, voilà, je comprends. je vous laisse, vous êtes président de série, enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai été administrateur de Netflix, j'ai été président de Série Mania, j'ai été président de Brut, hein, que vous n'avez pas cité, et puis j'ai été aussi président du conseil stratégique de France Télévisions. C'est une activité que j'exerçais pro bono, que j'exerçais pour aider le service public, et notamment pour aider Delphine Ernotte, qui arrivait à son poste, qui venait d'une industrie différente, puisqu'elle venait des télécoms, et qui souhaitait s'entourer de personnes ayant une compétence, une expérience dans les médias, pour aider, si j'ose dire, j'espère que je ne ferai pas offense, mais son acculturation rapide au secteur des médias. Et donc je l'ai aidé pendant pas mal de temps, il était peut-être 2 ans, dans ses premiers pas, en lui ouvrant mon carnet d'adresses, en lui faisant partager mes réflexions et mon expérience de la direction d'un grand groupe audiovisuel. Donc ça n'a pas duré 4 mois. C'est vrai que ça a été annoncé, puis 4 mois après, j'étais annoncé au Telsat, parce que en réalité, c'est quelque chose que j'ai continué pro bono depuis le début, et qui a continué pendant toute une partie de ma carrière à Eutelsat. Puis au bout d'un moment, peut-être au bout de 2 ans, il n'y a pas eu de date fixe, mais Delphine a pensé, elle avait bien raison, qu'elle avait atteint sa vitesse de croisière et l'expérience dont elle avait besoin dans le secteur, et puis ça s'est un peu étiolé. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Une question désormais sur les chaînes d'information. Une première question pour vous, Monsieur Saada, et ensuite une deuxième question pour vous trois. Monsieur Saada, donc vous êtes l'actionnaire d'un groupe de médias qui compte la principale chaîne d'information de France, CNews. Cette chaîne a été créée sur les cendres d'ITélé et a connu sur les dernières années une ascension très importante. En mars 2017, ITélé change donc de nom, devient CNews. La chaîne d'information à l'époque ne représente, je crois, que 0,6% de part d'audience. En mai 2024, CNews, doublé pour la première fois BFM sur un mois, devenait la première chaîne d'information de France. Février 2026, CNews atteignait 3% de part d'audience, ce qui signifie qu'en quelques années, vous avez multiplié par plus de 5 les audiences de votre chaîne d'information. Si je vous pose la question, c'est en comparaison avec les audiences de France Info TV, qui a été créée en
en 2016 et qui, près de 10 ans après, continue à plafonner à moins de 1% ou à près de 1% de part d'audience. On ne voit pas l'augmentation des audiences, l'intérêt des Français pour l'information qui est délivrée sur cette chaîne d'info, alors qu'on a appris qu'elle coûtait à peu près 40 millions d'euros par an. Après avoir pensé qu'elle en coûtait 17 ou 18, il y a eu des changements un peu d'estimation, mais du simple au double dans le cadre de ces auditions, mais on serait plutôt en information officielle autour de 50 millions d'euros. Comment est-ce que vous expliquez cet échec ? Et il y a eu beaucoup de suspicions sur les coûts masqués de France Info TV au regard des différents indicateurs qui ont pu nous être donnés. Selon vous, c'est une question qui s'adresse à vous quatre, quel est le coût réel d'une chaîne d'information en continu digne de ce nom, telle que France Info TV pourrait aujourd'hui s'organiser, pourrait aujourd'hui diffuser ses contenus? Peut-être avoir les coûts de vos chaînes d'information pour comprendre où se situe France Info par rapport à la concurrence. Je vous laisse commencer, puisque le rapporteur a eu la bienveillance de dire que CNews était la principale chaîne d'information, je dirais l'une des principales chaînes d'information, mais qui fait des audiences effectivement importantes. Allez-y, monsieur Saad. Je sais pourquoi CNews a progressé, mais je ne vais pas nécessairement commenter la performance des autres chaînes. On l'a déjà dit ici, CNews s'est positionné sur un créneau très différent de débat et de ce qu'on considère comme une parole plus libre que ce qui pouvait exister sur d'autres chaînes d'information. Je regarde assez peu France Info, manifestement comme le reste de la population d'ailleurs. Je sais pourquoi il m'arrive de regarder, je regarde toutes les matinales, donc je sais pourquoi je regarde BFM quand je regarde BFM, je sais pourquoi je regarde LCI quand je regarde LCI, je regarde évidemment beaucoup plus CNews, il m'arrive même de regarder Bonjour et Télématin, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Je pense que le sujet, c'est d'abord les chaînes d'information dans leur ensemble. Vous avez parlé du succès de CNews, mais les chaînes d'information représentent maintenant une part très importante de l'audience. On n'est pas loin des 10% en ce moment. Donc le segment global a trouvé manifestement du public. Donc là, c'est quand même intéressant. Ensuite, le sujet, il devient économique. Moi, je ne vais jamais vous dire de fermer une chaîne parce que ce n'est pas tout à fait, comme vous l'avez compris, les dispositions de Canal qui est dans une logique d'expression libre et de chaîne qui existe à partir du moment où elle trouve effectivement une logique économique. C'est ça le sujet, ça devient un sujet économique. Et comme l'a rappelé Rodolphe Belmer tout à l'heure, l'information n'est pas facile à monétiser. Donc le sujet est un sujet économique et le sujet des 40 millions que vous avez évoqués là. Donc CNews, ça coûte combien? CNews, ça coûte à peu près 60 millions d'euros. Donc c'est plus que France Info. C'est plus que peut-être, si vous me permettez une question complémentaire à celle du rapporteur, je laisserai bien entendu. Je ne connais pas les coûts de France Info, non, mais j'ai dit 40, je ne sais pas, ce que je connais c'est le coût de CNews. Peut-être une question complémentaire à celle du rapporteur avant de laisser M. Belmer et Mme Lire, soit que le rapporteur vous a posé la question à tous les trois. Dans le succès de vos chaînes d'information en continu, il y a des incarnations, ce qu'on appelle les incarnations, c'est-à-dire des présentateurs, des présentatrices phares. Selon les sources que j'ai, moi aussi j'ai quelques sources, pas forcément les mêmes que celles du rapporteur, mais j'en ai quelques-unes. On nous indique que vos incarnations, je parle pour CNews, auraient des niveaux de salaire sans commune mesure avec l'audiovisuel public. Pour le dire très concrètement, est-ce qu'il manque à France Info des incarnations ? Et est-ce que France Info, sans vous demander le salaire de vos présentateurs stars et de vos incarnations sur CNews, mais est-ce que France Info aurait les moyens, et puis vous avez dit que vous étiez un citoyen aussi, monsieur Saada, est-ce que vous trouveriez normal que France Info salarie des incarnations avec des niveaux de salaire, je crois qu'on parle de centaines de milliers d'euros, voire même plus d'1 million d'euros. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le succès de vos chaînes d'information qui est la capacité que vous avez à payer des incarnations, des journalistes ou des présentateurs qui font aussi le succès de vos émissions? Est-ce que ce qui manque à France Info, pour le dire plus clairement, c'est des incarnations? Je pense que le sujet qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, bon, évidemment, les incarnations jouent un rôle très important. Et on l'a vu, le succès de Pascal Praud, de Christine Kelly, de Laurence Ferrari, de Philippe de Villiers ou d'autres. Sonia Mabrouk. Évidemment, ils ont joué un rôle, et ils jouent un rôle fondamental dans le succès de CNews. Leur personnalité, leur professionnalisme, leur rigueur, etc. Mais le sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est que ITV perd des 30 millions d'euros par an et qu'aujourd'hui, CNews est à l'équilibre. Donc le sujet, c'est un sujet économique, c'est-à-dire que on rémunère, on a un coût de CNews qui aujourd'hui est absorbé par ses profits. Donc en fait, c'est ça le sujet, c'est pas combien coûtent les incarnations, c'est ce qu'on est capable de développer un modèle rentable et ensuite effectivement de rétribuer les personnes qui contribuent à cette rentabilité à la hauteur de la valeur qu'ils apportent au groupe. Je crois que France Télévisions manque pas de talent. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un sujet de déficit de talent chez France Télévisions. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui viennent de Canal, au passage, donc on les connaît bien avec Rodolphe. Donc voilà. Vous ne nous dites pas, M. Saada, je laisse remonter le rapporteur, que France Télévisions a des capacités financières, enfin ne peut pas payer des présentateurs, des animateurs au même niveau que vous.
Je ne sais pas si c'est un sujet, ça. Je ne sais pas si c'est... Les gens ne... Enfin, je vais apparaître un peu peut-être naïf, hein, mais c'est pas le seul élément de motivation non plus, y compris pour les incarnations qui travaillent sur CNews. Ils y trouvent un environnement qu'ils trouvent favorable, au-delà de leur rémunération aussi. Et donc le sujet, c'est l'environnement global de travail, les perspectives, l'équipe. Hein, on a Serge Nejjar qui dirige ça de main de maître. Voilà, tout ça joue beaucoup. Oui, une toute dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé du fonctionnement et du financement de l'audiovisuel public, beaucoup moins de la neutralité, qui est l'une des 3 dimensions de cette commission d'enquête. Alors, vous me permettrez une toute dernière question, et merci encore pour votre patience et l'ensemble de vos réponses. Question qui s'adresse à vous, Monsieur Bellemare. J'aimerais revenir sur cette phrase. Nous ne cherchons pas, c'est votre phrase, nous ne cherchons pas à façonner l'opinion. Nous ne sommes au service d'aucun homme, d'aucun parti, d'aucune idéologie. La mission sociale de TF1, c'est d'informer et de contribuer au bon fonctionnement démocratique. Ce sont des intentions infiniment respectables. Alors, permettez-moi simplement de douter de l'application concrète de ces principes sur certaines des émissions que vous diffusez, notamment l'émission Quotidien. Quotidien, c'est l'une des seules émissions du PAF qui assume de ne pas recevoir, par exemple, de membres du Rassemblement national, dont les idées sont pourtant partagées par près de 40% des Français. Quotidien, c'est aussi la seule émission qui dit respecter les règles en matière de pluralisme et qui n'y parvient qu'en les détournant, en tronquant, en répétant, en coupant en montage les propos tenus par les responsables, par exemple, du Rassemblement national, et en les mettant dans des séquences humoristiques, souvent à charge, souvent d'ailleurs pour se moquer de ces responsables. Donc le pluralisme est respecté, mais uniquement en étant à charge contre les idées du parti qui mériterait pourtant d'être diffusé ou d'être entendu. Et enfin, Quotidien, c'est aussi une émission qui a recruté comme chroniqueur phare Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui a fait l'objet notamment d'une intervention de l'ARCOM pour avoir tenu des propos, je cite l'ARCOM, susceptibles de contribuer à une forme de relativisation du nazisme. Fin de la citation. Et ces propos d'ailleurs ont conduit à une mise à pied de Jean-Michel Apathy d'RTL, mais le groupe TF1 visiblement a choisi de continuer avec lui sur Quotidien. Bon, pardon hein, si ma question est un peu longue, mais je crois qu'elle illustre aussi les interrogations qu'on peut se poser sur les respects d'honnêteté, de pluralisme et d'indépendance de l'audiovisuel public. Mais j'en profite pour vous poser la question aussi au titre de groupe privé. Comment est-ce que vous pouvez concilier à la fois vos intentions éminemment respectables, que la mission sociale de TF1, c'est d'informer et de contribuer au bon fonctionnement démocratique, quand vous voyez ces entorses répétées sur une émission phare qui rassemble d'ailleurs beaucoup d'auditeurs, l'émission Quotidien? La citation que vous avez bien voulu faire de mes propos, qui était dans une interview à Ouest France, visait la chaîne TF1. Quand on dit TF1, c'est TF1. Donc effectivement, TF1, c'est une chaîne très puissante, très importante dans notre pays, et dont les journaux d'information sont les plus gros journaux d'information du pays de loin. Le 20h et le 13h, ce sont des institutions pour beaucoup de familles françaises, en particulier en province, et il y a plusieurs millions de nos concitoyens qui s'informent tous les jours sur TF1, et donc conscients de cette mission, conscients de cette puissance, conscients de cette importance, on est extrêmement rigoureux à la ligne éditoriale, au positionnement et à la mission de la rédaction du groupe TF1 et du service qu'il rend à nos concitoyens. Au service, je l'ai dit, je le répète, d'aucune idéologie, d'aucune personne, d'aucune thèse, d'aucune forme. Nous sommes au service des Français. C'est comme ça et ça le restera. Ensuite, vous me posez une question sur une autre émission, une autre chaîne qui nous appartient effectivement, qui est dans notre portefeuille de chaînes, qui s'appelle TMC, Quotidien. Et Quotidien, c'est effectivement une émission qui n'est pas une émission d'information. C'est une émission, on dit en franglais, vous m'excuserez devant la représentation nationale de parler franglais, mais c'est d'infotainment. Donc c'est une émission qui traite de façon drôlatique, qui critique le monde politique. C'est une émission d'information culturelle, d'actualité culturelle, et qui critique un peu, enfin qui essaye d'être drôle, moi je trouve qu'elle est très drôle, le monde politique. Et d'ailleurs, je reçois des critiques dans mes interactions avec les uns et les autres d'absolument tous les camps. Donc dans une forme d'œcuménisme. Donc je ne sais pas si c'est une preuve de pluralisme, enfin en tout cas un œcuménisme très largement partagé dans le fait que effectivement les saillies peuvent s'appliquer aux uns aux autres. C'est pas une émission politique et c'est une émission qui reçoit presque pas d'hommes politiques parce que c'est pas sa vocation. On reçoit des hommes politiques sur le 20h de TF1 et Quotidien n'en reçoit presque pas. Il y a quelques exceptions quand c'est vraiment justifié par l'actualité. Cette émission respecte les temps de parole, comme vous l'avez cité, avec son ton, son propos. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut quand même éviter, je pense, de tomber dans deux dérives. Premièrement, mettre les émissions de caricature, de critique, d'humour
au même plan que les chaînes d'information et que les journaux d'information. C'est pas exactement la même chose. Et deuxièmement, le pluralisme, vous le savez très bien, vous le savez même mieux que moi, parce que c'est dans la loi, il se juge au niveau d'une chaîne et pas au niveau d'une émission. Et donc, on ne peut pas non plus aller complètement encadrer la liberté de propos d'intervenants ou d'humoristes dont le propos, c'est de caricaturer. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.